Mon expérience initiale, d'abord, c'est l'histoire de ma vie. Je veux dire, j'ai inventé quelque chose à partir d'une expérience de vie qui, au départ, était très dramatique, puisque je suis né pendant la Deuxième Guerre mondiale et que toute ma famille a été décimée pendant cette Deuxième Guerre mondiale. Mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, mes frères, mes 4 frères. Et ce qui est assez remarquable dans mon cas, c'est que je n'ai appris tout ça que très tard. C'est-à-dire, j'ai vécu toute mon enfance avec le pressentiment qu'il s'était passé quelque chose de terrible, mais je ne savais même pas que j'avais eu des frères. Mes parents ne m'ont jamais parlé, c'était le silence. Ils n'ont jamais rien dit sur ce qui s'était passé. La seule chose que je savais, c'est qu'il y avait eu la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah, tout ça. J'avais des idées comme ça, très générales, vagues, mais en ce qui concerne ma propre famille, je ne savais rien. Et je n'ai appris qu'à l'âge de 40 ans que j'avais eu des frères, et j'ai appris bien plus tard comment probablement ils avaient été tués en Pologne. Et donc je pense que cette expérience de départ m'a beaucoup marqué, à la fois l'expérience du silence, du secret, et puis aussi ce pressentiment que quelque chose de terrible s'était passé. Et donc j'étais très tôt amené à me poser cette question de la haine, de la peur, et petit à petit, après une longue vie d'errance avec des tas de métiers différents, j'ai été agriculteur, professeur, conteur, secrétaire d'une princesse égyptienne. Enfin, j'ai fait des tas de métiers différents, mais petit à petit, je suis arrivé vers le travail sur soi, la psychologie, la psychothérapie, et rapidement aussi, j'étais plus intéressé par une idée de psychothérapie collective plutôt que par une psychothérapie en cabinet, que j'ai pratiquée d'ailleurs pendant un certain temps, mais rapidement je me suis intéressé à la guérison collective, et ça m'a amené à travailler dans les banlieues françaises sur les questions de racisme, de discrimination, de violence, et puis aussi à l'étranger dans différents pays, après des guerres civiles par exemple comme au Rwanda, au Moyen-Orient, avec le Forum de la société civile tchétchène, par exemple, ou aux États-Unis sur les questions de relations interraciales. Et donc, ma préoccupation, ça a toujours été à la fois de comprendre ce qui se passait, pourquoi la haine, pourquoi les massacres collectifs, et puis de trouver une méthode pratique d'intervention sur ces questions-là. En travaillant dans différents milieux, des pays pauvres, des pays riches, des régions dévastées par la guerre, ou simplement la région parisienne et Paris, je me suis rendu compte que cette question de la violence collective, en fait, était beaucoup plus universelle que je n'avais cru au début. Je me suis aperçu que la violence, elle est vraiment partie constitutive de toutes nos relations humaines. Que chaque fois que ça ne se passe pas bien dans les êtres humains, dans les familles, entre parents et enfants, entre hommes et femmes, hommes et hommes, dans les institutions, dans les entreprises, à chaque fois, le cœur du problème, c'était la violence. J'ai commencé à creuser cette question de la violence. J'ai compris petit à petit que la violence avait plusieurs formes, qu'elle n'avait pas que la forme du physique ou la forme de la maltraitance, mais j'ai compris aussi que l'humiliation était une violence, que l'abandon était une violence, l'indifférence, la culpabilisation, et que petit à petit je me suis rendu compte que tous plus ou moins nous avons été victimes de violences dans notre histoire personnelle et aussi dans l'histoire collective, aussi bien à l'école que dans les entreprises, dans les institutions. Je me suis rendu compte qu'il y avait eu de la violence et que nous-mêmes, nous réagissions à ces violences subies par de la violence que nous agissons. Ça m'a amené comme ça à créer une méthode au fil des années que j'ai baptisée à l'époque thérapie sociale, en hommage à un psychanalyste anglais qui avait parlé aussi de social therapy. Et donc j'ai appelé cette méthode thérapie sociale parce qu'il s'agit vraiment de guérir les collectifs et de guérir des individus dans tous les endroits où ces individus ont du mal à vivre ensemble ou à travailler ensemble. En me rendant compte aussi que les malaises des individus, ou même je parlerai un peu plus tard de la folie,
la folie, parce que nous avons tous en nous une part de folie, la folie des individus avait un impact sur les organisations, les institutions, et que ces institutions, ces organisations, à leur tour, avaient des contenus pathogènes qui avaient une influence sur les individus. C'est-à-dire que c'est un aller-retour permanent entre l'individu et le collectif, entre les individus et les institutions, et autour de ces questions de la violence. En creusant davantage, je me suis rendu compte que la violence était liée toujours à une représentation des autres, une représentation folle. C'est-à-dire que dans la violence, en fait, on ne voit pas l'autre comme un équivalent à nous-mêmes, comme un être humain, comme nous, avec qui on peut être en désaccord, même de façon très conflictuelle, même avec agressivité, avec colère. Je me suis rendu compte qu'on était dans un rapport avec l'autre et en le considérant comme quelquefois un inférieur à nous-mêmes, quelquefois comme quelqu'un d'animalisé ou chosifié, un objet, un démon, quelqu'un qui est responsable de nos malheurs, et qu'à chaque fois la violence avait quelque chose à faire avec cette représentation de l'autre. Et donc avec une représentation, une image de soi-même, de l'autre et du monde, qui est une image fausse, filtrée par la réalité plutôt, la réalité de l'autre, de nous, de soi-même, est filtrée par des émotions, des passions, des préjugés. Et donc la réalité n'est plus, on ne connaît plus la réalité, qui existe en dehors de nous. Il y a une réalité de ce que nous sommes, une réalité de ce que vous êtes, de ce que chacun de nous est, réalité des situations. Mais à chaque fois, les êtres humains ne voient pas cette réalité parce que leur regard est filtré par toutes ces émotions qui les manipulent, et aussi, aussi au niveau collectif par la propagande. Parce que la propagande, c'est une manière de nous donner une image de la réalité qui est filtrée par une doctrine ou une idéologie. Donc, petit à petit, je me suis rendu compte qu'on avait affaire à de la folie. Et la folie étant considérée par moi comme l'hallucination sur la réalité. Et donc, en situation de stress, individuellement ou collectivement, la folie peut prendre le dessus. C'est-à-dire, d'un seul coup, nous hallucinons la réalité, nous ne la voyons plus telle qu'elle est, c'est-à-dire, je peux me voir, moi, comme un monstre, comme quelqu'un de stupide, j'ai un jugement sur moi-même qui n'est pas ce que je suis, ou j'ai un jugement sur les autres qui n'est pas ce qu'ils sont, ou j'ai un jugement sur le monde, sur la situation, sur ce qui se passe dans différents endroits de la planète, et à chaque fois, je ne vois pas la réalité, mais je vois ce que mes émotions, mes préjugés, mes passions me font voir. Après beaucoup comme je l'ai dit, beaucoup d'errances, beaucoup de métiers différents, je me suis intéressé à la psychothérapie, j'ai commencé à devenir psychothérapeute, et j'étais aussi très concerné, de par mon histoire évidemment, par les questions de racisme, de discrimination, et j'ai beaucoup commencé à travailler dans des usines où il y avait beaucoup d'ouvriers immigrés. J'ai travaillé beaucoup dans ce milieu de l'immigration, en France, l'immigration turque, l'immigration maghrébine, l'immigration africaine. Et un jour, ça a été le hasard, mais comme on sait, il n'y a pas toujours des hasards, il n'y a pas que des hasards. Quelqu'un m'a dit, mais toi tu es psychothérapeute, tu connais bien le milieu de l'immigration, tu as travaillé dans ce domaine, est-ce que tu ne voudrais pas faire dans les hôpitaux des formations d'accueil des étrangers, d'accueil des immigrés? C'était l'époque... C'était pas l'époque des nouvelles générations après l'immigration, c'est l'époque où il y avait beaucoup d'immigrés de première génération. J'étais immédiatement intéressé, et c'est là que tout a commencé en fait, parce que en arrivant dans ces hôpitaux, je me suis dit, au lieu de faire ce qu'on fait d'habitude, d'expliquer les cultures étrangères, d'essayer de rendre les gens, comment dire, plus tolérants, de les amener à accepter la diversité, en fait, ce qu'on faisait déjà à l'époque, et ce qu'on fait malheureusement, je dirais encore maintenant, je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire ce qu'on fait en psychothérapie? C'est-à-dire écouter les gens. Écouter les gens et les aider à s'y retrouver, à trouver leur propre vérité à travers ce qu'ils voyaient, ce qu'ils disaient.
Donc j'ai commencé comme ça des groupes que, par dérision, j'ai appelés des groupes de racistes anonymes, par évidemment allusion aux alcooliques anonymes. C'est-à-dire des groupes où les gens parlaient de ce qui se passait pour eux dans les contacts avec les étrangers. Et c'est là que ça a commencé, parce que j'ai fait un certain nombre de découvertes. J'ai découvert que d'abord le racisme était quelquefois une interaction. Ce n'était pas d'un côté le racisme, de l'autre côté l'étranger pur et innocent et victime. Donc j'ai découvert qu'il y avait une relation entre les personnes. J'ai découvert aussi que derrière les haines, il y avait beaucoup de peur. Je suis arrivé à identifier justement ces peurs. Découvert que dans l'hôpital, il y avait aussi un système comme ça de dominance et puis de mépris d'une catégorie à l'autre, etc. Et donc, petit à petit, je me suis dit, bon, ben, j'invente une forme de psychothérapie sociale appliquée aux questions de racisme. Et en ayant expérimenté ça dans plusieurs hôpitaux, je me suis dit, et en particulier à l'hôpital de Mantes-la-Jolie, je me suis dit, mais Mantes-la-Jolie, c'est une ville où il y a beaucoup d'étrangers, c'est une ville où il y a une forte émigration, en particulier maghrébine et africaine. Pourquoi ne pas aller voir le maire de Mantes-la-Jolie et lui proposer de faire quelque chose dans sa ville sur ces questions-là? Et je suis allé voir le maire de Mantes-la-Jolie à sa permanence, comme n'importe quel quémandeur, quelqu'un qui veut un logement, quelqu'un qui veut une place à l'école pour son fils, etc. Et j'arrive devant lui et je lui dis à ce moment-là, voilà, j'ai un projet, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de faire de la psychothérapie sociale sur le racisme. Et banco, il m'a dit, ben oui, pourquoi pas. Et petit à petit, j'ai commencé à travailler dans cette ville, à former des policiers, des travailleurs sociaux, à créer des groupes qui réunissaient des habitants, des professionnels. Et c'est là que j'ai découvert aussi que quelque chose montait dans les banlieues françaises, qui était à côté du racisme, qui était aussi la violence. Et d'ailleurs, les deux se joignent. Et petit à petit, j'ai été amené à travailler dans de nombreuses banlieues de la région parisienne, et puis ensuite dans d'autres endroits de France, Toulouse, Marseille, beaucoup d'autres endroits. Et petit à petit, j'ai donc expérimenté, perfectionné, amélioré, théorisé, commencé à écrire des livres sur ces questions-là. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'est née la thérapie sociale, qui est une nouvelle discipline et qui vise à créer, d'une part, à créer des liens entre des gens séparés par des peurs, des préjugés, des haines, puis aussi à représenter une forme d'éducation à la vie démocratique. Je me suis rendu compte que la vie démocratique demande une éducation, mais pas une éducation scolaire, évidemment, pas l'éducation civique telle qu'on la pratiquait, mais un travail sur soi, sur le lien avec les autres, sur nos paranoïas, sur notre sentiment de victimisation, sur notre violence, sur les conflits. Et donc j'ai commencé à pratiquer aussi à l'étranger. Quand on dit qu'il faut former les élèves dans les collèges et les lycées à la non-violence, par exemple, ou à la résolution des conflits, et quand on demande à des professeurs qui eux-mêmes ont les mêmes difficultés que leurs élèves, avec les conflits, avec la violence tournée contre... Parce que la violence, c'est pas forcément tournée contre les autres, c'est aussi tournée contre soi-même. Et donc, ça va pas, c'est pas possible. On peut pas fonctionner comme on fonctionnait autrefois, je dirais de façon patriarcale, avec des gens qui savent et qui enseignent à des gens qui ne savent pas. Il faut une autre forme d'accompagnement. C'est pas facile, parce que même le mot de thérapie sociale fait très peur. Une des raisons qui font qu'il est, pour le moment, quelquefois difficile de proposer la thérapie sociale, c'est que, quand même, l'idée de base de la thérapie sociale, c'est que tous, autant que nous sommes, quel que soit notre niveau social, notre niveau d'instruction, nous avons en nous une part de folie, une participation aux maladies sociales. Les maladies sociales, en fait j'en ai identifié 3, qui empêchent justement le vivre ensemble.
La première des maladies sociales, c'est la dépression, c'est-à-dire le sentiment qu'on n'a pas de valeur, et ça touche énormément de gens, en particulier parmi les jeunes. Il y a beaucoup de gens qui ont cette espèce d'absence de confiance en soi et une espèce de dépression larvée qui est vraiment collective. C'est énormément de gens dans nos sociétés qui ont ça. La deuxième maladie sociale, j'appelle moi la sociopathie, c'est-à-dire l'indifférence aux besoins des autres, c'est-à-dire la recherche de la satisfaction de mes pulsions, de mes besoins, en étant indifférent à ceux des autres. Et ça donne comme résultat de cette maladie sociale la criminalité, la délinquance, qui existe, contrairement à ce qu'on pense, à tous les niveaux de l'échelle sociale. On appelle ça la corruption à certains niveaux, on peut appeler ça de l'égoïsme social, et ça existe partout, et tout le monde est un peu touché par ces maladies sociales. Et la troisième, je dirais presque la plus catastrophique dans un sens, c'est la victimisation. C'est-à-dire ce qui se passe de mauvais pour moi n'est pas de ma faute, c'est la faute des autres. Alors c'est la faute des autres qui sont en haut, c'est la faute des autres qui sont à côté, c'est la faute des autres qui sont en bas, mais c'est pas moi, je ne suis pas responsable de ce qui se passe pour moi. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Et un des objectifs de la thérapie sociale, en dehors de transformer la violence en conflit, dont on pourra peut-être reparler, c'est d'aider les gens à sortir de la victimisation. Parce que quand vous êtes victime, vous êtes impuissant, puisque ce sont les autres qui font mal, donc les autres doivent changer. Et donc, vous attendez que les autres changent. Tandis que si vous arrivez à voir ce que vous faites vous, qui contribue à ce que ça fonctionne mal pour vous ou dans votre environnement, à ce moment-là, vous devenez puissant parce que vous pouvez changer. Vous pouvez changer et, avec d'autres, contribuer à changer le monde et contribuer à changer les institutions, etc. Ce qui est quand même un des objectifs de la thérapie sociale, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement un travail sur soi, thérapeutique, pour se changer soi-même, mais c'est aussi un travail pour créer du lien, de la coopération, de la démocratie, pour que, ensemble, des gens très différents arrivent à faire bouger l'environnement dans lequel ils vivent. Moi, je pense que la démocratie représentative, d'abord, c'est une démocratie faible. C'est-à-dire, comme je crois que c'est Benjamin Barber, le sociologue américain, qui parlait de démocratie forte et de démocratie faible. Alors, la démocratie faible, c'est la démocratie représentative. On élit, c'est déjà pas mal. On élit des représentants, on ne vit pas dans une véritable dictature où on est enfermé si on a une opinion qui est contraire à l'opinion majoritaire. On ne risque pas, là tout de suite, nous sommes en train de parler, nous ne risquons pas d'être écoutés par... peu probable que nous soyons écoutés par les grandes oreilles de la Stasi ou des choses comme ça, ou je ne risque pas, parce que je vous ai parlé demain matin, qu'on vienne m'arrêter à 6h du matin, qu'on vienne m'emmener en prison, et je ne sais où encore, parce que j'ai dit des choses qui étaient par exemple pas très acceptables pour les pouvoirs en place. Donc ça, c'est une démocratie. Et moi, personnellement, je tiens à cette démocratie, je pense qu'elle existe, surtout si on la compare à des dictatures ou à des régimes totalitaires. Bon. Maintenant, la démocratie participative, c'est une belle idée, mais ça ne fonctionne pas. Cette démocratie participative, l'idée c'est de faire participer le citoyen à la réflexion, aux décisions, je trouve ça très bien, mais on manque de formation, c'est-à-dire on manque de formation des citoyens à oser prendre la parole, à avoir confiance en soi, être capable de s'exprimer avec le conflit sans la violence, être capable d'écouter. Il y a toutes sortes, si vous voulez, de compétences, de capacités qui doivent être développées pour qu'on puisse avoir une véritable démocratie participative. Et ce qu'on constate malheureusement dans les exemples de démocratie participative qu'on a mis en place, les conseils de quartier, il y a beaucoup de choses, on constate que d'une part, souvent ce sont les grandes gueules qu'on entend, ce sont les gens quelquefois plus privilégiés, quand les gens s'expriment c'est souvent de façon revendicative, il y a des gens qui ne participent pas, ça c'est toujours pour moi un constat
le constat que j'ai fait que, par exemple, dans les quartiers de banlieue, on retrouve toujours les mêmes qui participent, et puis d'autres une majorité qui ne participe pas, qui pensent que ce n'est pas pour elles, ou qui pensent qu'ils ne savent pas, ils ne sont pas capables, etc. Donc on voit bien que la démocratie participative, pour moi, est une nécessité, mais elle a besoin d'une éducation, et je dirais, bon, ben ça c'est ma partie à moi, je dirais d'une éducation de thérapie sociale, c'est-à-dire se changer et devenir quelqu'un qui est un citoyen démocrate. Je crois que c'était Jefferson, l'homme politique américain, qui disait pour qu'il y ait une démocratie, il faut qu'il y ait des citoyens démocrates. Et c'est je ne sais pas si je cite exactement la phrase de Jefferson, mais ça va dans ce sens-là. Et je trouve que c'est très profond. C'est-à-dire qu'une démocratie, si les citoyens ne sont pas démocrates, ça ne fonctionne pas bien, c'est une démocratie faible. Citoyen démocrate, ça veut dire quoi? Un citoyen démocrate, c'est un citoyen capable de conflit, capable d'écoute, qui a confiance en lui, qui prend la responsabilité des dysfonctionnements dont il est responsable, qui n'est pas manichéen, qui ne diabolise pas les puissants systématiquement ou les faibles, parce que souvent ce qu'on constate en politique et dans nos démocraties, c'est qu'il y a une diabolisation pour les uns des puissants, c'est-à-dire le mal il est chez les puissants, corrompus, mauvais, manipulateurs, et le bien il est chez le petit peuple, les opprimés, et puis inversement, vous avez des gens qui vont stigmatiser les faibles, les immigrés, les Roms, en pensant que le système, lui, politique, social, lui, est innocent et vierge de toute faute et de toute faillibilité. Et je pense que ce manichéisme nous empêche de changer vraiment la société, ou de contribuer, en tout cas, à changer la société. L'idée n'est pas mauvaise, mais elle est toujours formelle. C'est-à-dire, on prend la forme et on ne regarde pas que ce citoyen qui va s'exprimer, il va s'exprimer avec ses préjugés, sa folie, son manichéisme, sa violence. Et donc, on n'aura pas de vraie vie démocratique. Donc, je pense qu'on arrive à une époque où on a besoin je dirais, d'un renouveau de l'éducation populaire. Il y a eu une éducation populaire il y a pas mal d'années, après la Libération, par exemple. Et aujourd'hui, on a vraiment besoin de retrouver ça, de retrouver une éducation populaire, mais une éducation populaire, pour moi, qui travaille aussi à partir des émotions des gens, à partir des peurs, à partir des haines, et pas seulement de façon uniquement rationnelle. Les êtres humains ne sont pas que des êtres de raison, ils ont aussi une part d'irrationnel et même de folie, à certains moments. Je pense que l'action collective, un des aspects de nos dysfonctionnements sociaux, c'est que l'action collective se fait de façon clanique. C'est-à-dire les gens se regroupent avec des gens comme eux pour une action collective, quand il y a une action collective. Il n'y a pas de mélange et il n'y a pas d'action collective entre des gens qui ont des visions différentes du monde. Une véritable vie démocratique, c'est une vie conflictuelle où on fait travailler ensemble des gens qui ont des visions différentes. L'apprentissage du conflit est nécessaire parce que sinon on vit de plus en plus, je crois que c'est Maffesoli qui disait ça à peu près, je crois, on vit dans un monde de tribus. Alors il y a la tribu écologiste, il y a la tribu nationale, Front National, il y a les tribus syndicalistes, enfin je ne sais pas, on a chacun ses tribus, chacun défend ses positions et voit les autres comme des ennemis. Et de plus en plus, dans nos sociétés, il y a pire encore, les affrontements deviennent de plus en plus ethniques, religieux, et donc on a là des prémices d'événements beaucoup plus dramatiques, parce qu'on a justement ce phénomène qu'on constate un peu partout de ghettoisation des milieux,
où chaque milieu vit avec sa propagande, ses informations, et ne rencontre plus, ne connaît plus les autres milieux. Je ne connais pas la notion de communauté, mais à mon avis, la notion de communauté a des avantages et des inconvénients. La communauté apporte effectivement une force collective, mais en même temps, elle empêche l'expression des individus. Et je pense que nous arrivons à une époque où nous avons besoin à la fois que les individus existent et en même temps que les collectifs existent. Et c'est ça que je cherche dans mon travail, c'est à faire la synthèse entre les besoins des individus et l'affirmation des individus, la liberté des individus, et le fait que ces individus travaillent et vivent avec les autres. Et je pense que c'est quelque chose que je retrouve beaucoup dans mes formations. Il n'y a pas d'une part l'individu et ses besoins, et d'autre part la collectivité, la communauté et ses besoins. Il faut vraiment qu'il y ait un aller-retour entre les deux et une synthèse entre les besoins de l'individu et les besoins du collectif et les besoins de la communauté. D'une part, les individus souffrent aujourd'hui de solitude, et d'autre part, ils souffrent d'être enfermés dans des communautés. On a les deux aujourd'hui. Soit on est dans la solitude, soit on est dans un collectif qui est oppressant et qui oblige tout le monde à penser et à agir de la même façon. Il y a une avancée dans ce sens-là dans les dernières années, puis maintenant il y a un retour où les individus font partie beaucoup d'une seule communauté. Je remarque ça un peu partout, je remarque qu'on assiste aujourd'hui, on assiste aujourd'hui à un retour justement de l'enfermement dans les collectifs. Par exemple, c'est très significatif qu'à une époque, on voyait il y avait un grand nombre de mariages mixtes. Par exemple, entre communautés, ça se développait vraiment les mariages mixtes. Aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Aujourd'hui, on constate de nouveau que les gens se marient entre eux, que les musulmans se marient entre eux, les catholiques, les juifs, etc. Si je prends l'exemple des communautés de type religieux ou ethnique, on constate un enfermement aujourd'hui plutôt que ce qu'on avait il y a quelques années, où il y avait cette espèce d'idéal de la diversité qui était à la fois réelle et en même temps prônée, et qui maintenant est en train de se transformer en communauté qui se regarde en chien de faïence. Oui, mais je trouve que c'est en train de diminuer, justement. Moi, je pense que c'est en train de changer, ça. Je pense que c'était vrai, il y a peu d'années d'ailleurs, et c'est moins vrai aujourd'hui. Je pense qu'il y a une évolution qui va, malheureusement, de manière générale, un peu partout. De manière générale. Et c'est un phénomène qui est accentué par les propagandes, par Internet aussi, où les gens se retrouvent justement entre identiques au lieu de se mêler aux autres. Moi, je vois bien dans les groupes, si par exemple, quand je travaille avec un groupe, si je fais rien, qui je dirais thérapeutique, de thérapie sociale, très rapidement, on voit apparaître toujours les mêmes phénomènes. Les gens se cachent derrière des masques, ils ne se montrent pas eux-mêmes, ils ont des masques sociaux, professionnels ou autres, c'est-à-dire qu'on n'a pas les gens tels qu'ils sont. Ou alors ils se mettent avec les gens qui ne leur font pas peur, et ça crée des clans. Ou alors ils sont dans un rapport à l'autorité qui est un rapport de soumission ou de rébellion. Et c'est ce qui se passe aussi dans la société. Dans la société, beaucoup de gens portent des masques, ne montrent pas qui ils sont, on se protège en montrant une personnalité d'eux-mêmes qui les protège des autres. Ou alors ils sont en clan, et on voit ça dans les hôpitaux, dans les entreprises, dans les écoles. On voit comment les gens se divisent en clans, et les clans qui se font la guerre, et puis les bruits de couloir dans les entreprises, etc. On voit ça un peu partout. Sortons d'une relation à l'autorité pendant des siècles qui a été très patriarcale, avec des pères, des chefs, des maîtres qui savaient, et aujourd'hui on voit bien qu'on est un peu perdu par rapport à ces bouleversements de l'environnement, et donc
il y a un risque aujourd'hui de régression et de retour à des autorités plus fermes, comme on le voit d'ailleurs dans certains pays. Il y a un risque de totalitarisme, et alors qu'on a besoin aujourd'hui de retrouver une relation à l'autorité beaucoup plus coopérative, beaucoup plus saine, nouvelle, où l'autorité, que ce soit l'autorité des maîtres, des chefs ou des parents, est une autorité qui est faillible, et une autorité avec qui on peut dialoguer, qui reste malgré tout une autorité, mais avec qui on peut dialoguer, remettre en question, etc. Et on voit bien que ça, c'est un mouvement de fond qui existe, c'est-à-dire dans nos sociétés, il y a un mouvement de fond vers une vie plus démocratique, vers une relation à l'autorité plus saine, vers vraiment des profondes transformations des rôles de l'homme, de la femme. On voit bien qu'il y a quelque chose qui est en germe, et en même temps, il y a des tentations de régression, parce que ces nouvelles formes de vie font peur. Et donc il y a malheureusement quelquefois une peur de ce désordre qui aboutit à un désir d'ordre qui est presque pathologique et qui se manifeste dans certains endroits du globe par des régimes totalitaires ou des régressions religieuses, par exemple, où on cherche à revenir au temps où il n'y avait pas tous ces désordres et tous ces changements du monde, alors qu'aujourd'hui nous avons vraiment besoin d'avoir les outils pour affronter tous les changements et les bouleversements de l'époque.